Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mélodie Nocturne avec ce soir un véritable plateau 3 étoiles, deux grands interprètes, deux musiciens merveilleux et surtout deux passionnés de musique, mais pas que. Nous allons, pour certains, les découvrir, pour d'autres, les scruter, les rencontrer, les raconter à nouveau. Bien évidemment, vous le savez, si vous suivez les réseaux sociaux, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Dessay, j'allais dire l'artiste, parce que vous êtes à la fois comédienne, à la fois chanteuse, mais plein d'autres choses. Et Philippe Cassard, vous êtes pianiste, mais plein d'autres choses, musicien, homme de radio, écrivain. Et vous savez, dans tous les repas de famille, il y a toujours un type qui arrive au bout de la salle et qui demande à un couple « Et vous vous êtes connus comment ?» Est-ce que je peux vous poser la première question ? Vous êtes connus comment ? Parce que ça fait, si je me trompe bien, à peine plus de 10 ans. Ça fait 11 ans. Ouais. Bientôt 12. Alors Nathalie, vous êtes connue comment ? Non, il faut que tu racontes, toi. J'ai écrit à Nathalie une grande lettre d'amour de son art, évidemment, parce qu'on venait de m'offrir des manuscrits de mélodies de Debussy, des manuscrits. Et avec des petites pattes de mouche. Mais oui. Et ces manuscrits étaient destinés à une soprano coloratour, une soprano léger. Et j'ai dit, dans ma petite tête, mais il n'y a qu'une musicienne, une chanteuse en France qui peut créer ces mélodies. Elles étaient inédites. C'est Nathalie Dessay. Donc j'ai pris ma plus belle plume, enfin c'était un email, et je lui ai écrit en lui disant, Nathalie, voilà l'histoire. Et je voudrais que ce soit vous qui créez ces mélodies. Et vous recevez cette lettre, vous dites quoi ? C'est un cinglé qui m'écrit ou non, non, vous savez qui c'est Philippe Cassard, quand même. Je savais qui était Philippe Cassard, mais je lui dis d'abord non. Ça ne m'intéresse pas, je fais pas de récital. Moi, les mélodies, je ne sais pas les chanter. Ça ira pas. Je vais vous donner 2-3 noms de collègues qui peuvent faire ça très bien. Donc, vous voulez donner Mireille Delage, vous voulez donner... Non, je pensais notamment à Sandrine Pio, par exemple. À Sandrine Pio par exemple. Qu'est-ce qui a changé La flatterie, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais je suis allé chez elle. Mais elle s'est rendue compte aussi qu'elle n'avait rien oublié de toutes ces mélodies de Debussy, éditées, celle-là, qu'elle avait chantées quelques années auparavant. Et quand même, elle a été ébranlée par ça. Alors, on a vaguement déchiffré les inédites. Et je lui ai dit, au bout de ces 2-3 heures qu'on avait passées ensemble à faire de la musique, et moi, j'étais tellement admiratif parce que tous les mots étaient là, la voix était extraordinaire. Je lui ai dit, réfléchissez. C'est vous qui allez créer ces mélodies. Eh bien voilà, elle a réfléchi et 10 ans de scène, 10 ans de concert, vous êtes... 100 concerts. On en est à quasiment 100 concerts. Partout dans et en plus, un disque qui vient de sortir à nouveau, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu Debussy, il y a eu tellement d'aventures, on va en parler. Il y a eu Schubert. Et je vous propose d'écouter donc le nouvel album qui vient de sortir, un véritable régal. Ça s'appelle Mozart à l'opéra. Je vous expliquerai pourquoi, on en parlera. Et je vous propose de regarder un extrait musical avant d'entamer ce nouveau numéro. Nathalie, vous avez eu un parcours artistique incroyable. Vous avez été une star de l'opéra, puis vous avez abandonné l'opéra, puis vous êtes parti vers le théâtre, vous êtes retourné, j'allais dire, vers le théâtre. Mais finalement, on revient toujours à Mozart. Parce que dans ce disque que vous dirigez depuis le piano, il y a un concerto de Mozart, etc. Vous arrivez comme la guest star et on sent un plaisir fantastique de retrouver Mozart. Oui, parce que j'ai profité du confinement, en fait, pour tout retravailler. Retravailler ma voix, que j'avais un peu abandonnée, en tout cas ma voix classique, pendant quelques années, même si de temps à autre on faisait des concerts avec Philippe, je faisais plus du tout d'exercice et je sentais que ça partait petit à petit. Et donc j'en ai profité pour tout reconstruire. Et je dois dire que oui, c'est ça, comme un sportif voilà, qui reprendrait la compétition après un moment d'arrêt. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à chanter des choses un peu plus graves.
et que j'ai jamais chanté auparavant. Ce Chiome Scold Idite, qui est un air de concert merveilleux, qui est le seul que Mozart a écrit pour orchestre et piano. J'avais toujours eu envie de le chanter, même si ce n'était pas forcément mon répertoire. Et maintenant, je chante aussi les airs de la Comtesse, par exemple. C'est important, avec la Philippe. liberté pour une actrice. Surtout que maintenant, j'ai plus de compte à rendre. Mais oui, je n'ai plus aucun compte à rendre. Je fais ce que je veux. En fait, c'est ça que j'aime avec Philippe, c'est qu'on est libre. On est libre de présenter la musique qu'on aime, comme on l'aime, sans se préoccuper de savoir si c'est mon répertoire. Alors, vous avez justement, puisqu'on parle du répertoire, vous avez fait Claude Nougaro. Oui, j'ai chanté. Vous avez fait une grande rencontre avec Michel Legrand. Vous avez joué et avec Michel Legrand, puis avec Philippe Cassard. Et j'apprends la comédie musicale maintenant auprès de 2 personnes au moins. Mais quand vous dites, pour moi, Mozart et Michel Legrand, c'est pareil. Vous faites beaucoup d'ennemis, non, immédiatement? Je n'en ai rien à faire. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire que ce sont 2 génies dans leur champ d'action. Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui est beau. Et qui est touchant. Ce qui est fascinant avec Nathalie, c'est sa puissance de travail et sa témérité, son opiniâtreté. Moi, c'est ce qui me fascine depuis 12 ans qu'on travaille ensemble, c'est qu'on travaille les milliers d'heures de répétition. Vous savez, la réponse qu'elle m'a faite quand même quand elle a accepté de faire ce projet de Debussy, dont on parlait tout à l'heure, la condition, Philippe, si vous voulez qu'on fasse ce projet, c'est qu'on puisse répéter quand je pourrai. Quand je pourrai, je parle à ta place. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le demanderai, plus exactement. Voilà. C'est-à-dire beaucoup. Et on a énormément Pourquoi cette nécessité de travailler beaucoup? Parce que moi, je suis quelqu'un de très nerveux, de très insécure. Donc, plus je travaille, plus j'ai une chance d'être un tout petit peu rassurée. Mais je dis bien un tout petit peu. Oui, mais sauf que si je ne travaille pas, alors là, il n'y a aucune chance. Alors, dans cette émission, nous avons une petite tradition, ce sont les questions surprises de gens qui vous connaissent très bien. Et donc, la première question surprise s'adresse à vous, avec quelqu'un qui vous connaît très, très bien. C'est une actrice légendaire, qui a été la compagnon de route et l'épouse de Michel Legrand, bien évidemment. Macha Merrill. Nous écoutons sa question. Bonsoir Nathalie, ma chère Nathalie. J'ai 2 questions pour toi. La première, tu te souviens que Michel Legrand, souhaitait orchestrer pour toi les romances de Fauré. Pourquoi tu ne demandes pas à Yvan de le faire? Tu serais divine là-dedans. Et la deuxième question, veux-tu participer avec moi à la messe de minuit au Cirque Grus? C'est le 24 au soir, c'est après le spectacle, c'est formidable, on est tous avec les chandelles, et il y a l'archevêque de Paris, la chorale de Notre-Dame, et évidemment, si tu voulais nous chanter quelque chose, ce serait magnifique. Oh là là, ça serait génial. Bon, il va falloir que je négocie avec mes parents. Parce que normalement, le 24, je suis avec mes parents. Donc si j'arrive à... Alors s'ils écoutent cette émission et qu'ils peuvent donner ce soir... Si jamais j'arrive à négocier avec eux, que je puisse aller à la messe après, en tant que juive en plus, je trouve que ça serait une très belle chose d'aller à la messe de midi. Et sur les mélodies de Fauré, je vous pose la question à tous les deux. Alors oui, Michel avait cette idée merveilleuse d'orchestrer les mélodies de Fauré. Et c'est vrai que... Ce serait mon homonyme qui le ferait. Et ce serait Yvan Cassard. Et Cassard. Voilà, l'autre Cassard. Moi, c'est avec un Voilà, moi, je ne travaille qu'avec des Cassard. C'est génial de faire ça. Donc, Yvan... Alors, j'ai une question pour Yvan, maintenant. Yvan Cassard, si tu écoutes, veux-tu orchestrer les mélodies de Fauré pour moi? Alors, il y a un point commun que vous avez tous les deux très fortement, c'est l'amour de la langue. Vous aimez qu'on comprenne, parce que vous êtes à la fois actrice et chanteuse. C'est important ce qu'on dit. Oui, c'est important. Et puis moi, j'aime les mots, j'aime la poésie, j'aime les histoires. C'est pour ça que j'aime tellement le théâtre. J'en fais beaucoup aujourd'hui. Là, je travaille par exemple sur un texte de Marine Diaye, qui est vraiment un auteur majeur, une auteure majeure d'aujourd'hui. Non seulement c'est une romancière merveilleuse, mais c'est aussi une dramaturge au sens écrivaine de pièces de théâtre. Et donc, c'est un texte qui s'appelle Un pas de chat sauvage, qu'on va créer au TNS à Strasbourg au mois de mars. Et je reprends une pièce qui s'appelle Hilda, également de Marine Diaye. Et je travaille sur également Écho, et je vais faire Les Bonnes de Jean Genet, et un Goldoni encore à la rentrée. Et vous avez ce point commun, parce que vous aussi, vous aimez beaucoup les mots, parce qu'on en parlera tout à l'heure, vous écrivez. Mais quand vous étiez jeune, et que vous étiez à Vienne, et que vous regardiez une centaine de concerts par an, vous étiez du matin jusqu'au soir, les leaders... Oui. C'était très important. Dans la classe de Verbum, le professeur d'accompagnement, de leader, toujours il parlait des mots.
Et aussi le fait que quand on doit accompagner un chanteur ou une chanteuse, on doit être à son écoute, mais pas seulement au niveau vocal, mais la compréhension parfaite des mots. Si on ne comprend pas le mot, on joue trop fort. Eh bien, écoutons Debussy avec des mots. Avec des mots, ça se passe à Montpellier. C'est le 20 juillet 2016, avec évidemment et l'un et l'autre. Mais je connais pas, moi, ça. Nathalie, on voit le corps, la gestuelle qui accompagne le chant. Mais ça, c'est des trucs parasites. Je en fais beaucoup, moi, maintenant. C'est marrant, hein. Je me suis toujours aidée beaucoup de mes bras, avec beaucoup de nervosisme, comme ça. Vous avez beaucoup évolué sur cette question-là? Oui, j'y ai travaillé. Je vous propose une petite archive. Une petite archive de votre première apparition à la télévision. Oh là là, oui, je me souviens. C'était une interview où on vous demandait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous demandait quel rôle aimeriez-vous jouer plus que tout. C'était Alain Dieu qui vous posait la question. Vous vous souvenez? Non. Et il vous avait demandé d'interpréter, évidemment... Vous ne vous souvenez pas? Non. Léo Delibes. Ah. Eh bien, on écoute cet extrait de la toute jeune Nathalie Dessay. Nathalie, quand on a cette faculté, cette facilité vocale dans les aigus, quand on a cette douceur, cette chaleur, cette couleur, est-ce qu'à la fois, ce n'est pas une merveille de don, mais aussi la condamnation d'être toujours dans les mêmes rôles? Oui, et c'est surtout la condamnation à un travail de Sisyphe, en fait. On recommence tout le temps. Oui, et c'est vrai que ça condamne à un peu toujours les mêmes rôles. Bon, mais à l'opéra, je parlais de l'opéra, bien sûr. Oui, ça peut tenir une vie quand même. Hein. Enfin, moi, ça m'a quand même tenu plus de 20 ans. Ces voix légères et extrêmement aiguës, c'est plutôt les soubrettes, oui, les soubrettes, les jeunes premières. Mais, mais c'est quand même des très beaux rôles. Hein. Donc, mais une fois qu'on atteint un certain âge et qu'on les a tous un peu faits, c'est vrai qu'on se retrouve un peu... et maintenant voilà. Vous dites avec une justesse et délicatesse votre sensibilité aux voix humaines. Pas seulement aux voix de chanteurs, mais aussi aux voix parlées. J'ai cherché qu'est-ce que je pourrais vous mettre pour vous faire plaisir comme belle voix. Ah ben, moi je sais. Ne me dites pas, vous me direz si je me suis trompé. Pour 1983, moi... je suis une femme, donc je me souhaite, et je souhaite aux autres femmes de voir en France, puisque nous sommes en France, des mesures prises pour que, autant dans l'éducation des petits-enfants à l'école, que dans la rue, que partout, on apprenne à se méfier, à savoir ce que c'est que le sexisme. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que le mot sexisme. Et alors que tout le monde sait ce que le mot racisme veut dire. J'espère qu'en 83, on saura ce que c'est que le sexisme et que on aura des moyens de lutter contre. Non seulement une voix extraordinaire, mais en plus un propos extraordinaire. Une femme extraordinaire, une femme merveilleuse, une magnifique actrice. Donc c'est pour les vœux de 1983 à la télé, on lui avait demandé, dites ce que vous voulez, et elle dit, j'espère qu'en 83, il n'y aura plus de sexisme. Eh bien, elle était drôlement en avance, et je vous avez souffert, dans le monde de l'opéra, du sexisme? Pas vraiment, parce qu'à l'opéra, les femmes sont quand même relativement mises à l'honneur.
même si ce sont toujours des victimes dans les histoires. Ils seront toujours poignardés à la fin. Mais dans le métier, la soprano, celle qui a le premier rôle, elle est toujours quand même assez bien traitée. Philippe, accompagner un chanteur, vous dites j'aime... C'est à chaque chanteur différent, le piano? Ah oui. Parce que vous dites avec le piano ouvert, vous avez cette expression, ça veut dire quoi? Avec la grande béquille, parce que c'est plus facile, en fait. C'est un paradoxe. Le piano peut être facilement très, très puissant, envoyer des décibels, mais aussi, avec l'ouïe, on peut s'ajuster au millième de seconde. Si on ferme le piano, c'est comme le son d'une boîte à chaussures. Enfin, ça n'a aucun intérêt, on n'entend pas la sonorité. Oui, c'est comme un grand orchestre. Il faut mieux un grand orchestre pour faire un son pianissimo que seulement quelques instruments. Je vous propose d'écouter Philippe Cassard qui interprète la fantaisie numéro 4 en ut mineur, Köchel 475. Et là, il n'y a pas de chanteur. Philippe, vous êtes un pianiste vraiment respecté dans le métier pour plein de raisons, mais aussi par l'importance de vos interprétations de Debussy, votre connaissance de Schubert, etc. Pourtant, vous avez été, selon vos propres mots, un glandeur quand vous étiez jeune. Oh, ça m'étonne. Vous avez pris du retard. Et Nathalie aussi a pris du retard entre... Oui, mais... C'est-à-dire que c'est pas... Disons que j'ai travaillé autrement. Voilà, on va dire ça comme ça. Le travail de piano... J'ai travaillé parce qu'il fallait que je travaille. Au conservatoire, il y avait des examens tous les ans. J'avais un professeur, Dominique Merlet, ou Geneviève Joie-Dutilleux pour la musique de chambre, qui étaient des professeurs très sévères, rigoureux, merveilleux, mais rigoureux. Il fallait bosser. Et mes parents aussi voulaient qu'on bosse. Mais c'est pas là où j'ai le plus travaillé. À Vienne, oui, j'ai été un peu glandeur au niveau instrumental parce que j'étais fourré à l'opéra matin, midi et soir. J'allais au concert de Karajan. C'était du temps perdu ? Mais non, justement. C'est pour ça que je vous dis que j'ai travaillé autrement. C'est-à-dire j'ai emmagasiné tellement de musique. Puis les cours chez Verba, d'accompagner des chanteurs, c'était la découverte d'un nouveau répertoire. Donc c'est vrai que la classe de piano à Vienne, je n'en parle quasiment jamais parce que j'étais plutôt, comment dire, un peu un visiteur. Je vous propose de regarder, parce qu'il y a eu droit, je ne vois pas pourquoi vous échapperiez à ça, au jeune Philippe Cassard. Oh, c'est en duo en 1988 avec Laurent Cabasso. Oh là 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 là. Mais j'avais 20 ans. Hein, vous vous en surpris un petit peu? Ah, mais je ne connaissais pas du tout ce document. Jamais je l'ai vu. Ah, ben, c'est mon camarade Laurent. Là. On était très bons copains au conservatoire. Et ça, je pense, c'est une émission d'Alain Duhaut. Absolument. Qui a absolument. beaucoup parlé des jeunes. Vraiment, on lui doit beaucoup à Alain dans ces années-là. C'est-à-dire à mon retour de Vienne, 85-90. Pour clôturer cette interview, qui, évidemment, ça se passe toujours beaucoup trop vite. Ah, mais c'est déjà fini. On avait tant de choses à dire. Je voudrais saluer nos partenaires de Classica qui sortent un nouveau numéro très important que je conseille à tout le monde sur les grands chocs, les grands événements discographiques de l'année que j'ai dévoré, que je vous conseille de dévorer si vous ouvrez la première page, vous finissez la dernière, vous n'avez pas vu. Et puis, je voudrais saluer, mon cher Philippe, votre rôle de passeur, parce que vous êtes aussi un grand animateur de radio à France Musique et au Nouvel Observateur. Et dans le Nouvel Observateur, vous avez parlé de ce merveilleux coffret qui pèse un âne mort, Walter Gieseking, qui est qui? Le patron. On va dire ça comme ça pour faire court. Un des plus grands pianistes du XXe siècle. Il est mort prématurément en 1956. Il a joué Debussy comme personne. C'était un pionnier quasiment. Les Mozart, les Schubert, les Schumann, les Brahms, le deuxième concerto de Rachmaninoff. Enfin, Gieseking, un toucher de rêve. C'est-à-dire, il appuie sur une touche et il n'y a pas de marteau. C'est-à-dire, il abolit complètement la notion. C'était un autodidacte, n'est-ce pas? Oui, pratiquement. Immense pianiste. Mon maître Magalov avait une admiration pour Gieseking sans limite.
Je vous propose de finir par un vrai cadeau qui nous a été amené par un musicien que je sais vous aimez l'un et l'autre. C'est le violoncelliste Xavier Phillips. Xavier Phillips qui est venu nous interpréter, enfin surtout pour vous offrir ce cadeau, une sarabande de la 2e suite de Jean-Sébastien Bach. Vous pouvez nous dire, Xavier Phillips? Un des grands violoncellistes de sa génération. Enfin, c'est une bête de violoncelle. Enfin, il a un charisme. Il est merveilleux, Xavier. C'est la musique qui vous rend aussi vivant, toujours? Oui, c'est de faire ce qu'on aime faire, en fait. Et on se fiche de tout le reste. On fait vraiment ce qui nous plaît de faire. Merci, on se retrouve vendredi prochain et je vous laisse avec Jean-Sébastien Bach et cette suite numéro 2 pour violoncelle, Xavier Phillips.